L'art, c'est beau. On en consomme tous les jours, sous des formes infiniment variées. C'est une notion à la fois propre à chacun, mais tout autant universelle. Une notion qu'on exploite et qu'on développe depuis des millénaires maintenant. Mais avant tout, l'art s'adapte à son époque, et ses pratiques évoluent avec les progrès technologiques comme les contextes culturels qui les accompagnent. Faire de l'art aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les pratiques d'autrefois. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité réaliser cette vidéo. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce monde de l'art, et qu'est-ce que c'est que d'être artiste au XXIe siècle? Pour répondre à ces questions, je suis allé interroger directement les concernés à travers de plus d'une dizaine d'interviews aux profils tous différents. De la bande dessinée à la gravure, du traditionnel au digital, des indés comme des membres d'équipe ayant travaillé sur vos séries et vos jeux préférés. J'ai essayé d'avoir un échantillon le plus large possible. Bon, comme cette chaîne est quand même centrée autour du Fury, je vais pas vous mentir en vous disant que plus ou moins tous les concernés le sont ou l'ont été. Puis bon, comme l'art est omniprésent dans le fandom et sans ça il n'existerait simplement pas, ça me donne une bonne excuse. Le but de cette vidéo est de donner la parole aux artistes afin qu'ils puissent parler de leur cause, parce que j'estime que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Que vous soyez novice comme pratiquant, je vous assure que vous aurez forcément quelque chose à tirer de ces témoignages. Vous avez des timecodes pour chacun des sujets qu'on va aborder, parce que je sais que la vidéo est longue, mais si elle l'est, c'est par nécessité, croyez-moi. Merci infiniment à tous les artistes ayant contribué à ce projet, vraiment c'est super courageux de venir témoigner de la sorte, surtout lorsque vous n'êtes pas habitué. Et j'espère sincèrement que cette vidéo rendra hommage du mieux que possible à votre travail. Sur ce, je vous fais pas attendre plus longtemps, posez-vous tranquille, et bon visionnage. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est Ersan, /Ecstasy. J'ai 21 ans. Je suis étudiant et fursuit maker amateur. Alors moi je m'appelle Chambouiboui, j'ai 23 ans et je suis illustratrice et futurement dans la bande dessinée. Globalement je dessine des dragons et des choses dans l'univers fantasy un peu. Alors, je suis Cocoline, je suis illustratrice numérique principalement, et je fais que du Fury, et à mes temps perdus, je suis aussi fursuit makeuse. Alors, du coup, mon nom c'est Dusk ou Dusk Visual tout court. Je suis une artiste de bientôt 20 ans. Je touche un petit peu à tout en ce qui est justement un peu de la modélisation 3D. Je fais du digital, je fais du traditionnel. Il y a l'aquarelle, il y a du fursuit making dedans aussi, il y a de la linogravure. Et ça fait maintenant 7 ans que je suis du coup dans le domaine de l'art. Moi, c'est Eric Zalou. Je travaille en tant qu'illustrateur au sein du Fury Fandom depuis presque 9 ans à peu près. Mon travail, majoritairement, est constitué à réaliser des œuvres à la demande de particuliers. Je fais également aussi des petites bandes dessinées qui illustrent des moments écolos qui sont marquants dans le quotidien. Et comme je touche un petit peu à tout, je commence également à faire des fursuits. Bah écoute, je suis artiste, je crée des dessins, des badges, des sketchs. À côté de ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est la fabrication de fursuits. Je répare aussi beaucoup, c'est ce qui m'aide à apprendre surtout. Ok, du coup je suis Noom, illustratrice depuis 2017. Je suis pro depuis 2023, donc URSAF et tout le bazar. Je décris mes illus comme un peu ésotériques, genre la lune, les étoiles, les arcs-en-ciel, mais tout ça un petit peu dark on va dire, sans trop l'être. Je fais principalement de la tablette graphique, donc du numérique. Et je fais aussi de l'acrylique et de l'aquarelle, donc je fais du tradi et du numérique. Alors, qui suis-je? Donc globalement, tu peux m'appeler par yours truly, yours, ou Den, comme tu veux. Moi, je suis character designer et storyboarder de profession. Enchantée, je m'appelle Lily, je suis artiste décor, concept artiste, illustration pour jeux vidéo, animation, un peu de tout. J'ai bossé avec Ankama, Undertale Games. Sur le côté, je fais plein d'illustrations Fury, de décors, de projets avec des dragons. Ok, bah du coup moi je m'appelle Trex. Au sein du fandom je me place comme artiste plasticien / technicien de l'image où du coup j'ai une pratique de peintre, une pratique de graveur, donc gravure taille douce où j'ai fait des études dans le domaine, j'ai un master. Eh bien je suis Umbrio Nocti, je suis illustratrice à temps partiel et ma spécialité c'est le paléo art. Et quand je dis je suis illustratrice, je fais pas seulement du Fury mais je suis surtout sur du Fury. Et je fais pas mal de conventions où je montre un peu mon univers et je discute avec les gens de mon univers. Bonjour, moi c'est Violette Cross du coup. Je suis artiste freelance depuis 2024. Je fais principalement de l'illustration, du dessin. Je fais tout ce qui est emote, références, badge de fursuit, porte-clés, les PNG tubeurs comme le mien du coup. Voilà en gros. Est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien en tant qu'artiste? C'est quoi une journée type pour toi? Bah, je me lève à des heures
matinale ou non. Je vois sur mon Trello un peu ce que j'ai à faire comme commission et j'attaque celle soit que j'ai en cours, soit qui est la prochaine dans la liste. Donc un Trello, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une plateforme d'organisation où tu as un tableau avec des étiquettes pour savoir où t'en es dans ta tâche en fait. C'est trop pratique, même pour les autres personnes. Genre mes clients, je leur donne le lien du Trello et ils peuvent voir un peu qu'est-ce que j'ai à faire, machin. Ma journée type, en vrai, je fais beaucoup de choses dans le sens où je bouge pas mal et il y a souvent des gens qui viennent à l'atelier, du coup j'ai pas de réelle routine. C'est que je sais pas, je me lève et je me dis ok, aujourd'hui j'ai tel deadline qui se rapproche, j'ai telle chose que j'ai envie de faire. Donc j'ai pas de réelle journée type, juste je produis beaucoup, un peu tout le temps et quand j'ai des blocages, du coup je fais autre chose que la pratique que dans laquelle j'étais à ce moment-là. En général, quand je commence une commission, si c'est une grosse illustration, je vais mettre 1 à 2 semaines. Pas à fond, évidemment, genre par-ci par-là, quoi. Si c'est des petits stickers Telegram, je vais mettre 3 heures par stickers à peu près. Et après, le moment le plus dur, c'est de décider quand c'est terminé. Le premier truc que je fais en général quand je me réveille, c'est checker un peu toutes les conversations que je peux avoir. Si des clients m'ont envoyé des trucs ou pas, je regarde le Trello, voir les commissions que j'ai à faire. Souvent, j'essaye de commencer un projet, je le finis dans la journée. Si j'ai pas le temps, je le reporte au lendemain. Et après, en fin de journée, je fais des trucs perso. Que ce soit des trucs pour moi, enfin, des trucs classiques, quoi. Alors, une journée type pour moi, pour ce côté-là de ma vie, donc l'illustration à temps partiel, ça va surtout se passer le week-end, généralement, ou en convention, parce que du coup, j'ai un CDI, ce qui me permet de faire illustratrice à côté. Et typiquement, ça va être le samedi, ça va être ma journée que j'appelle la journée de la comptabilité ou la journée des retours clients. C'est pas vraiment une journée type, mais c'est vrai que par exemple le samedi matin, j'aime bien faire tout ce qui est facture, faire les annonces de stream, etc. Et le samedi après-midi, généralement je stream. Et c'est le moment où je fais les commissions des clients. Comme ça, ils peuvent venir voir en direct comment ça fonctionne. Et moi, ça me permet un peu de cadrer mon temps de travail d'illustratrice pour éviter de collectionner les burn-out en fait. Je fais à la fois des dessins pour mes clients, donc j'ai des commissions, et à la fois je fais aussi des dessins pour moi, pour toujours garder la patte. Dès que j'ai une commission, je la prends, je la fais, j'essaye d'organiser mon travail avec le boulot que je fais dans la vraie vie. Enfin dans la vraie vie, tu me comprends. Mon vrai boulot, celui qui me permet de payer mes factures. Non, j'ai pas vraiment de journée type. Ok. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Comme on a un statut qui va être soit artiste-auteur, soit micro-entrepreneur pour la plupart, on n'est pas salarié, donc le planning, c'est à nous de le gérer. D'abord, je commence par le vrai travail où des gens attendent derrière, et après, je vais faire des choses qui sont plus créatives par rapport à moi-même. Quand t'es en studio, surtout, je vais prendre ça comme exemple. T'as principalement, t'arrives, tu vois avec le ou la chargée de projet ce sur quoi tu dois bosser aujourd'hui si tu sais pas. Je pouvais bosser sur 2 à 3 projets différents par jour. Mais du coup, la journée type, c'est un peu ça. Et puis après, rentre le soir et là, du coup, je bossais sur tous les projets Fury que j'aimais faire. En moyenne, ça fait les journées de 7 heures de taf. Je dirais que je bossais entre 3 et 5 heures le soir. C'est clairement une addiction, hein, donc... Alors, dans l'animation, journée type, ça n'existe pas vraiment. C'est très très au jour le jour comme métier et comme milieu. On va vraiment dépendre du rythme de production, des plannings. C'est vraiment entre guillemets un métier à la chaîne, c'est-à-dire qu'on dépend vachement de la personne avant nous. Mais sinon, globalement, ça commence toujours par des briefs. Ça va être des descriptions de caractères, tu vois. Ça va être, je sais pas, le méchant, musclé, un peu bête, par exemple. Et nous, du coup, notre travail, ça va être d'imaginer. Donc ensuite, on crée ce personnage-là. Une fois qu'il est créé et validé, donc souvent on fait plusieurs propositions, on va faire donc vraiment une ref sheet, un peu comme j'imagine nous part des artistes Fury peuvent connaître. C'est vraiment la ref sheet qu'on peut donner pour avoir une commission. C'est vraiment ton personnage sous tous les angles, quoi. Nous on leur fournit du coup toutes les infos nécessaires. Quand je me réveille, je pense aux commissions que j'ai à faire. Quand je mange le midi, je pense aux commissions que j'ai à faire. Quand je me couche le soir, je pense aux commissions que j'ai à faire. J'y pense à peu près constamment parce que c'est génial, j'adore faire ça, c'est ma passion. Et aussi, j'en vis un petit peu. Ça me fait manger, donc j'avoue, comme je pense beaucoup à manger, je pense beaucoup au first making. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton processus créatif et comment tu t'y prends pour créer tes œuvres ? J'ai des concepts qui me viennent en tête. Elle me vient souvent par rêve j'ai des petites visions comme ça quand j'ai pas envie de forcément d'y penser au travail, mais j'ai des petites visions. C'est même pas moi qui y réfléchis, hein. Ça me vient tout seul en tête et après je dessine à partir de là. Disons que même au sein d'une même pratique, du coup ici la peinture, j'essaie toujours de venir mélanger au maximum pour avoir du volume. J'aime pas produire des images plates, je préfère avoir quelque chose qui
et plein de matières. Pour les illustrations, c'est assez simple. Je pars d'une idée d'un client, je prends l'idée de la commission et je réfléchis à toutes les possibilités. Ensuite, je vais faire un sketch. Une fois que le client confirme ou veut des modifications, je vais attaquer le line art, puis la color, donc je vais tout colorier, et enfin les ombres. En sachant que toutes ces étapes de line art, color, ombre sont pensées pendant le sketch. Et enfin, une fois que les ombres sont terminées, je vais ajouter plein de petits détails qui vont faire ressortir le dessin encore plus de l'idée que j'avais de base. En général, le client, il sait déjà un peu ce qu'il veut. Du coup, j'essaie de me coller le plus pour sa description. Ce que je fais, c'est que je propose plusieurs croquis en fonction de la demande, et puis le client choisit ce qu'il préfère. Une fois qu'il l'a validé, je peux continuer le processus. Je commence toujours par une phase de moodboard, parce que c'est hyper pratique pour avoir plein de références différentes, pour dire le petit caillou là, comment est-ce que je vais le peindre, quelle ambiance, est-ce que tu peux avoir une idée de l'œuvre en tête. Il y a plein de choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Je me fais un espèce de mood board dans ma tête. En fait, je m'imprègne vraiment du perso, genre ça va être un peu chelou dit comme ça. Un personnage, ça, c'est une aura un peu, tu vois. Il a une vibe, un mood. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais aller regarder des vraies photos, typiquement de l'animal en question, pour m'en inspirer le mieux possible et pour qu'en fait l'espèce soit le plus reconnaissable dans la commission. Ça, c'est dû à mon paléo art, hein. C'est parce que les dinosaures, pour les dessiner, t'as rien d'autre que des os tout rocheux que quelqu'un a reconstruit, a fait des calculs de maths pour dire je pense que ça passe comme ça, donc t'es obligé de comprendre ce que tu dessines. Généralement, je m'inspire de sources, donc je regarde sur Pinterest, par exemple, pour ce qui est des backgrounds, pour des poses, etc. Quand il s'agit des commissions, je demande à la personne, je dis ok, par exemple, si elle n'a pas d'idée, est-ce que t'as relativement quelque chose qui t'intéresse, par exemple ton personnage, qu'est-ce qu'il aime? En fait, je me fais une liste en disant ok, la tête c'est comme ça, la pose c'est comme ça, le fond, telle lumière, etc. C'est en fait, je dispose un peu tout, comme si par exemple on faisait une recette. Je me dis ok, les œufs à tel côté, la farine de l'autre. Et ne pas hésiter à utiliser des références aussi, des screens, des images, parce que je sais que c'est un truc qui peut être un petit peu quand on débute, on a un peu ce truc de non, faut pas avoir une référence à côté, c'est tricher, alors que non en fait, et surtout dans le milieu professionnel, hein, tout le monde fait ça. Donc, en fait, je trouve que toutes les méthodes sont bonnes pour apprendre. Alors évidemment, encore une fois, il n'est pas question de s'approprier les idées des autres. Tu vois, quand t'es juste chez toi et que t'essayes de capter un truc, en fait, c'est pas grave, tu peux décalquer, tant que tu t'essayes d'en apprendre quelque chose, et plus tu reproduis, plus tu vas réussir à faire. Je fais beaucoup d'illustrations et de décors. Toujours se rappeler que le focus, c'est le personnage. Le décor doit être au service de l'illustration et pas juste être un joli décor avec bam, un personnage dessus. Oui, tiens, j'ai pas montré vraiment de gravure finie en fait. Du coup, en gros, c'est littéralement tu viens dessiner sur du métal avec de l'acide. Une pratique que j'aime beaucoup parce qu'elle est très liée aux notions de dégradation, de violence, tout en gardant un contrôle de ce qu'on veut faire. Par exemple, tu vois que sur les côtés, je devais protéger la plaque. Je passe toujours par du papier, après je prends en photo, j'envoie au client, il me le valide le sketch ou non, et après je passe sur tablette graphique. Souvent, le commencement, c'est de créer un pattern ou de découper un pattern acheté sur Etsy ou sur toute autre plateforme qui permet d'avoir un pattern. Ensuite, de mettre ce pattern sur une fourrure, sur le tissu, sur machin chose, dessiner, couper, coudre. À côté de ça, les pattoons, c'est très simple. En fait, le truc, c'est que les pattoons, tout le monde pense que c'est c'est méga artistique, etc. Et alors, il y a une petite partie artistique, mais c'est une énorme partie technique. Si tu prends la technique en main, en vrai, tu sais faire des pattoons. Ce qui m'arrive souvent, c'est de commander des petites parties chez d'autres makers. Par exemple, si j'ai besoin de griffes solides, je peux pas faire ça de moi-même, je n'ai pas les outils pour faire ça moi-même parce que ça coûte cher. Et je les incorpore à mes créations et une fois que la création finit, je crédite l'artiste en question. Et je trouve que ça me sauve du temps et parfois même un peu d'argent. C'est vraiment, je me fous dedans, j'ai ma musique, parfois une petite vidéo YouTube en fond, parfois quand c'est vraiment des petits dessins, je vais être en appel sur Discord avec des copains. Et du coup, ça va faire passer le temps plus vite, etc. En vrai, j'ai un processus assez tranquille. Genre vraiment, je me mets pas la pression. Je fais moi, j'ai mon chat avec moi. Franchement, ça va. C'est tranquille. Je travaille beaucoup avec de la musique. Ça me permet vraiment beaucoup de développer mes idées. Quand c'est juste pour moi, j'ai pas vraiment de processus en fait. J'ai toujours été un peu contre cette image de très scolaire de tu vois pour faire un dessin, faut démarrer par ci ou démarrer par là. Moi, je trouve qu'il faut démarrer par ce qui nous inspire le plus, tout simplement. Je m'étais forcée à faire de la merch avant, et c'était nul. Alors que quand c'est des idées qui te viennent comme ça, je les écris, parce que généralement c'est la nuit, et la nuit, j'ai envie de dormir. Après, il y a des périodes où c'est vraiment le vide. Tu te dis, j'ai perdu tout ce que j'avais, je ne suis plus artiste, je n'ai plus aucune créativité. Et après, tu dis, en fait, c'est revenu. Le truc, c'est que ces périodes-là, elles peuvent être longues de fou. C'est ce qu'on appelle les art blocks. On se prend trop la tête. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion? Si oui, est-ce que tu arrives à vivre convenablement?
Sinon, comment est-ce que tu fais pour subvenir à tes besoins? Je suis #chômeur. J'ai pris la décision de pas forcément chercher à m'adapter à ce qui était attendu d'un artiste Fury lambda, mais du coup ça fait que je peux pas en vivre actuellement, donc je cherche des solutions pour ça. Bah du coup, vu que c'est mon travail secondaire, je vis pas vraiment de ma passion. Et si je devais vivre de ma passion, je ne pourrais pas. C'est pas les 50 € de Twitch tous les mois et les 2 commissions et demie que je fais tous les 3 mois qui me permettraient de vivre de mes besoins. Mais moi, là, en l'état actuel des choses, vivre avec seulement le SMIC, ça ne m'intéresse pas sur le long terme. Quand j'ai fait mon livre de recettes de l'année dernière, parce qu'il fallait que je fasse un truc un peu plus propre au cas où je me fasse contrôler. Donc j'ai pris mes manches, mes plumes, je les ai remontées et j'ai fait ça et c'était très long et très chiant. Faites ça au fur et à mesure si j'ai un conseil au nouveau. J'ai gagné 100 € net par mois l'année dernière. Même si j'ai un peu de notoriété, c'est souvent des revenus assez incertains. Il y a énormément d'investissements, que ce soit dans la merch ou le prix des conventions. En moyenne, si j'étais tout seul, ce serait de la survie. L'avantage, c'est que vraiment, tu as les horaires que tu peux choisir, donc ça te donne une certaine liberté que tu ne pourrais pas avoir avec un travail standard. Mais les inconvénients, c'est que derrière, comme on n'a pas des revenus fixes, par exemple pour les banques, si on veut faire des prêts et tout ça, c'est plus compliqué. Bah alors, pas trop. On va dire que je vis moyennement bien. Statut, il y a des mois où ça peut être génial et vraiment on a l'impression qu'on devient riche et puis des mois où pas du tout. Et globalement, bah moi je faisais du petit boulot à côté du style du babysitting ou des choses comme ça quand il y avait besoin. En fait, c'est compliqué parce que tu prends des moments où tu te dis t'es à fond, tu veux absolument bosser, donc tu vas avoir une grosse période où t'es hyper actif. Mais le mois d'après qui va suivre, c'est là, par exemple, tu peux avoir un burn-out qui tombe. T'as besoin de survenir à tes besoins, mais t'as un burn-out, du coup, t'es en train un peu de faire surchauffer ton processeur. C'est un peu comme des vagues. Je dirais oui et non. Si je n'avais pas, par exemple, l'aide de ma mère pour le loyer et pour d'autres choses de la vie comme les vêtements et la nourriture, je sais que je ne pourrais pas actuellement vivre. Mais c'est aussi parce que je suis pris dans le temps de mes études. C'est vraiment le but de ma vie, un peu, en fait, d'être first maker professionnel. Et du coup, j'ai très 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 hâte de finir les études et ne plus avoir ça dans les pattes. Alors, non, malheureusement, je n'en vis pas. Enfin, je ne vis pas seulement de ça. Je vis aussi d'un CDI que j'ai 3 jours par semaine, donc à 60% en temps partiel, en tant que graphiste dans une entreprise. C'est principalement ce travail qui m'apporte de l'argent. J'ai un très gros complément grâce à l'illustration, ce qui fait que je vis assez bien, même si des fois c'est un petit peu compliqué. Grosse angoisse vis-à-vis de l'argent certains mois. Surtout l'été, les Furies font autre chose l'été, ils n'achètent pas de dessins. On vit dans une saucisse et la politique fait fluctuer le budget des gens et bah, des fois ils n'ont pas le sou pour des dessins, ce qui est totalement normal parce que le dessin est un luxe et non un besoin. Bah, j'ai mon boulot, comme je t'ai dit, j'ai mon salaire chaque mois, voilà, ça tombe. En fait, le truc, c'est que ce boulot-là d'artiste Fury, je le fais pas vraiment pour la thune, je le fais vraiment par pur plaisir. J'adore dessiner ça, j'adore vivre de ça, j'adore surtout le partage qui est à côté. Alors j'ai un deuxième petit travail à côté de chez moi. Le petit boulot permet juste de sécuriser mes factures et après c'est de côté quoi. Du coup c'est bien. Oui, je vis très bien de ma passion, c'est mon travail principal. J'arrive à vivre de plein de types d'arts différents, pas l'illustration seulement, mais le first making. J'ai une chance monumentale. Hein. Pour les artistes qui écoutent la vidéo, faut pas partir du principe que c'est facile d'arriver à ce stade. C'est de la pure chance. Je sais pas comment je suis arrivée là. Eh bien oui, tout à fait, je vis totalement de ça. C'est mon métier. Je suis considérée du coup comme intermittente du spectacle. Maintenant, le souci de l'animation française, c'est qu'elle se concentre beaucoup à Paris. Et donc, je suis à Paris et la vie parisienne est très chère. Le studio dans lequel je suis me renouvelle tous les mois. Je suis restée 2 ans dans un studio. Là, j'ai changé. Donc oui, en soi, j'en vis très bien comme un métier comme un autre, hein, finalement. Bah du coup, pendant les 2 dernières années, oui, j'ai enchaîné 3 CDD puis 6 mois de freelance. Bon, c'est pas un CDI, mais c'est quand même vachement bien. Le fait de pas devoir se marketer non-stop sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et d'avoir un salaire fixe, c'est quand même un grand luxe. Et puis ça n'empêche pas aussi de prendre des commandes sur le côté le soir, où du coup tu peux bosser dessus, un peu sur les week-ends. Un conseil que je donnerais, c'est de pas forcément direct être en mode ok, je veux commencer en tant qu'artiste, je vais direct ouvrir des commissions, je vais me faire de la thune avec. J'ai conscience et je le vis aussi que c'est nécessaire parfois parce que pour vivre, mais sur le plan artistique c'est important et c'est intéressant de faire des recherches, expérimenter et trouver un peu tout ce qui se fait, et même en dehors du fandom. C'est compliqué de vivre de son art
dans le sens où actuellement ça me suffit pas pour vivre si j'avais que ça comme revenu. Avant d'avoir cet atelier, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier dans la signalétique dans un hôpital public. J'envoie vraiment des bons courages à tous les copains qui soient streamers, streameuses, illustrateurs, illustratrices, créateuristes de contenu là, parce que les temps sont vraiment durs en ce moment. Tous les ans, je suis à moins 20% de chiffres en convention. Et c'est pas parce que mes produits sont de moins bonne qualité, c'est que les gens ont moins d'argent et ça se ressent. Qu'est-ce qui te rapporte le plus dans ton activité? Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'est le moins rentable? Ce qui me rapporte le plus, c'est les patounes. C'est les patounes. Les patounes. Ah, moi je dirais les commissions. Bah, ce qui me rapporte le plus, c'est les conventions. Même si des fois on entend des commentaires un peu pas ouf de la part des gens qui se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être illustratrice. Alors, paradoxalement, c'est les stickers Telegram qui me rapportent le plus, alors qu'ils sont pas chers. Mais en fait, on m'en commande des caisses. Et du coup, au max, je mets 3 heures, au minimum, je mets 1 heure. Et du coup, quand un sticker, c'est 13 €, tu fais le calcul dans la journée si je peux taper 1 à 2 heures par sticker. Mettons, je travaille 8 à 9 heures. Le plus rentable, c'est faire des petits YCH, vraiment faire des petits trucs qui te prennent pas beaucoup de temps et que tu mets à un prix bas. Ce qui est le plus rentable dans mon métier, c'est tout ce qui est grosse commande. Donc tout ce qui est sketch page, comic page, donc ça va être là où il y a plusieurs personnages en une page. Moi aussi, les commissions avec beaucoup de personnages et avec une qualité élevée, c'est ça qui va me rapporter le plus. Par contre, c'est aussi celles qui vont coûter le plus d'énergie. Ce qui me rapporterait le plus sur le long terme, ce serait faire des full body un peu simples. J'ai un processus assez clair dessus. Pour le line, je vais utiliser ça. Pour les couleurs, je vais utiliser ça. Et en termes de rentabilité, c'est clairement ça. Moi, ce que je préfère clairement faire, c'est les illustrations et les décors. Et en fait, d'un décor à l'autre, c'est tellement différent. Pour des illustrations comme ça, quand c'est du particulier, tu peux pas vraiment être rentable en termes d'heures. Parce que les gens ont tout simplement pas le budget, en fait. Tu réduis tes prix pour faire quelque chose qui te plaît. Et après, vraiment, pour être plus rentable, c'est des refs de personnages, des stickers Telegram aussi. Et les full body, ouais. Donc, ce qui va dépendre, on va dire plutôt, c'est que moi, j'ai pas vraiment d'activités précises qui vont, je dirais, me rapporter le plus ou non. C'est que ça va dépendre, en fait, de l'industrie elle-même. C'est-à-dire que si elle est en crise, comme actuellement, ça peut être très compliqué parce que comme il y a beaucoup de gens sur le marché, du coup, les studios vont baisser les salaires parce que ils peuvent avoir des gens plus facilement. Et en même temps, comme du coup, les chaînes ne donnent pas d'argent, les studios ont moins d'argent aussi. Enfin voilà, donc c'est un cercle vicieux ou vertueux à l'inverse si le marché fleurit. Mais ça va être donc très indépendant de moi, du coup. Ce qui aurait été plus rentable avec mon activité, c'est, je pense, toutes les choses que j'ai apprises. Quand j'ai commencé à coudre, je me suis sentie revivre. En commençant à faire mon fursuit making sur Internet, j'ai commencé à faire du management des réseaux sociaux. Ça m'a aussi fait développer un amour pour le manuel. Par exemple, moi, si tu me demandais il y a 4 ans de monter un meuble, c'était pas possible. Là, j'ai acheté des meubles pour mon atelier. J'étais ravie de les faire. Ma pratique me rapporte pas beaucoup d'une manière générale. C'est plus que je vais essayer de toujours m'amuser et faire quelque chose dont je suis fier. Même si je passe du temps et que ça me rapporte pas beaucoup d'argent ou c'est pas très lucratif au final, je peux quand même faire quelque chose dont je suis fier. Dès lors que je fais quelque chose qui peut être lucratif, assez naturellement, j'ai pas trop resté dedans parce que ça, assez vite, ça va faire trop de répétitions, tout le temps la même chose et du coup, ça va pas me plaire. Dans le futur, j'aimerais potentiellement demander des résidences d'artistes ou répondre à des appels à projets pour avoir des subventions et du coup pouvoir faire ce genre de projet plus souvent sans avoir la peur de pas gagner ma vie. Ce qui est moins rentable, en fait j'ai arrêté, c'était des badges. Donc du coup maintenant je m'intéresse que au dessin et au patou. Et plus tard vers le fursuit making, etc. Mais ça on verra plus tard. Et je dirais que ce qui me rapporte le moins, ça va être tout ce qui est merch, parce que j'en fais tout simplement moins en fait. C'est pas ma spécialité, les gens ils s'attendent pas à ça de moi. Par contre, en dehors de l'illustration, là où je perds le plus d'argent, c'est le fursuit making. Parce que moi, je me considère débutante. Et même si je trouve que je me débrouille bien, je me considère pas comme professionnelle. Donc je mets des prix assez bas. C'est bien pour attirer de la clientèle, on va dire. Oui, mais il y a le coût des matériaux, le temps que tu passes dessus, et au final, tu te retrouves avec un salaire très petit par rapport à ce que tu fais. Par contre, vraiment, le moins rentable en termes de temps et d'argent, c'est des grosses commissions digitales, donc il te prend des heures et des heures et des heures. Même parfois, tu bloques et en fait, ça te bloque sur le temps, quoi. C'est les stickers qui me rapportent le moins d'argent. Ça me coûte 1,75 à produire
et je les vends 3,50 €. Donc après tu retires l'URSSAF. Les stickers c'est pour faire joli sur le stand. Sachez, les stickers sur mon stand c'est pour faire joli parce que ça me coûte vraiment entre 1,75 et 2,50 € à produire unité. Ah oui, ce qui est moins rentable, je dirais le temps, parce que forcément, alors moi j'étais prêt à le sacrifier, que ce soit les commandes, parler aux clients, gérer les réseaux sociaux, faire la couture en elle-même. Je sens que ça prend beaucoup de temps. À la limite, une illustration, c'est toujours un cas à part dans le sens où des fois il y a des commissions où je vais traîner parce que je vais pas avoir l'inspi et ça va me frustrer. Je dirais que c'est pas rentable, c'est à prendre au cas par cas si tu veux. Est-ce que tu es sous le statut d'auto-entrepreneur? Si oui, comment le vis-tu? Alors ce statut, je l'ai choisi déjà pour 2 raisons. La majeure raison, c'est parce que j'ai fait en même temps que les copains qui ont fait leur entreprise. Deuxième raison, quand je me suis un peu mieux renseignée sur le sujet, en fait, c'est que auto-entrepreneur, quand t'as une auto-entreprise, c'est t'as une activité principale, mais tu peux lui greffer plein d'autres activités. Tout à fait. Tout simplement parce que déjà au début, c'était très compliqué de rentrer dans le milieu. C'est un milieu très bouché. Et du coup, j'ai fait des commissions, donc ça puisse être de la commission de particulier à particulier. Et des trucs un peu plus gros, j'ai beaucoup travaillé dans la sphère Twitch. Moi, je trouve que ce statut, il est top pour commencer. Je suis toujours dessus parce que ça me permet et à la fois d'être en CDI et à la fois d'être en auto-entrepreneur et on peut pas me le reprocher. En fait, je trouve qu'il est très adaptable à la situation dont on a besoin. Alors, je dirais que la première année, ça va. Tu payes moins cher l'URSSAF la première année. Souvent, tu bénéficies même de l'ACRE qui te permet de payer encore moins cher. Et après la première année, on commence un peu à te casser la gueule. Il faut pas oublier de faire sa demande d'ACRE quand on est auto-entrepreneur, parce que pendant 1 an, on paye moins de trucs. Petit conseil. Oui, je suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer légalement. Le gros avantage, c'est que au moins tout est déclaré. Le désavantage, c'est toutes les taxes qu'il y a derrière, parce que comme on a un revenu assez aléatoire, on a pas mal de désavantages aussi. Mais au moins, on peut s'organiser comme on veut. Tu peux faire un mois où que tu touches 0, comme le mois d'après tu touches 2000. Ça dépend totalement des conventions, s'il y a des clients qui viennent dans le mois, donc c'est totalement aléatoire. En vrai, c'est un statut que je vis plutôt bien, parce que je ne vis pas seul non plus. Je suis avec ma conjointe et ça se passe super bien. Donc je pense que tout seul, ça serait déjà plus compliqué. En fait, je garde ce statut d'auto-entrepreneur parce que ça permet, là pour le coup, comme c'est moi qui fixe les règles, ça peut me permettre, tu vois, de mes samedis ou de mes dimanches, à échelle petite, individuelle, de moi-même, je décide de ça, quoi. Donc j'en vivais pas, c'est vraiment plus pour le kiff. Je trouve que c'est très bien, quand on arrive à en vivre, c'est super, mais c'est très à risque, quoi. C'est un milieu tellement incertain que, faut en avoir vraiment conscience avant de se lancer là-dedans. Pas encore, mais c'est en projet. J'ai assez hâte, même si c'est du administratif, miam miam. Je regarde beaucoup tout ça. Et du coup, je suis aussi les actualités politiques par rapport à ça. Notamment récemment, quand il y avait eu justement je crois que c'était un abaissement du seuil pour certaines aides données aux auto-entrepreneurs qui étaient descendues à 25 000 € par an, qui était vraiment pas ouf. En fait, c'était surtout pour les micro-entreprises, donc quasiment tous les artistes furies, on va pas se mentir. Du coup, ça avait fait un grand bruit récemment et ça m'avait terrifiée. Et là, ils ont mis ça sur pause. Du coup, ça a fait peur, mais on sait pas si ça va se faire ou s'ils vont juste baisser, mais moins fort que ça. Enfin. Par contre, ça fait peur parce que quand on voit, par exemple, là, l'État qui voulait passer, tu vois, le seuil de TVA, je crois que c'était de 35 000, ils voulaient la baisser. Il y en a beaucoup qui étaient en train de paniquer, dont moi qui est en train de faire justement création de mon entreprise. Quand tu vois ce qu'il y avait avec l'URSSAF, les impôts, les papiers en général, parce que il suffit que tu te trompes sur une chose et c'est fini, ça fait un peu une tour de cartes qui s'effondre. J'ai appelé une entreprise qui s'appelle Legal Star pour 60 balles, elle m'a tout ouvert, elle m'a tout fait les papiers, et c'était excellent. Je dis je sais pas faire, je vais demander à quelqu'un d'autre, 60 balles, let's go. Je vois beaucoup d'artistes furies qui me disent combien ils payent par rapport à ce qu'ils gagnent, par rapport à ce qu'ils reçoivent, etc. C'est ouais, là pour le coup je partage entièrement leur angoisse et je partage aussi les problèmes de trésorerie qui peuvent leur incomber. En fait t'as la partie artiste, après marketing, comptabilité, trésorerie, communication, administratif, développement aussi, si tu veux faire des partenariats, etc. C'est un boulot qui te prend énormément de temps, c'est énorme quoi. Après, en vivre, je pense que ça doit être un enfer. Moi, typiquement, l'URSSAF, ils ont réussi l'exploit j'ai changé d'adresse et ils ont supprimé mon nom de famille. Ils sont très très forts et ça fait 6 ou 8 mois que je me bats pour que mes impôts personnels reprennent mon nom de famille. Surtout que du coup, il y a la différenciation vente de marchandises et frais de service. Donc les commissions, ça rentre dans service et les conventions, vente, ça va dans marchandises. C'est pas le même pourcentage d'imposition vu que forcément marchandises, nous on rattrape pas la TVA. C'est très compliqué. Bref. Donc tu m'as dit t'es artiste-auteur, c'est ça? Oui.
Tout à fait. Le jour où j'ai créé mon entreprise, enfin du coup mon statut d'artiste-auteur, c'était celui qui me correspondait le mieux parce qu'à l'époque je ne vendais pas de merch, je faisais plus des prestations. Par exemple, j'ai fait des ateliers avec des jeunes, j'ai fait des expositions et du coup vendu des œuvres directement sur place. Ce que je fais au sein du fandom, ça va être en ce moment surtout des badges. C'est-à-dire que sur le plan légal, c'est comme si je vendais une œuvre, du coup ça me correspond bien. Il y a un peu un flou juridique sur où on doit se placer parce que théoriquement, lorsque je vends du merch, c'est considéré comme commercial et du coup, c'est pas le bon statut. Sauf que si j'ai un statut d'auto-entrepreneur commercial, du coup, je peux pas vendre d'œuvres comme ça. Alors globalement, le statut d'artiste-auteur, il a des avantages, beaucoup d'inconvénients. On n'est pas du tout couvert si on a des problèmes de maladie ou on n'aura pas le chômage, par exemple. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est libre. On n'a pas la pression d'un travail, on va pas avoir à venir au travail tous les matins, à subir son patron et ses collègues. Et c'est à nous de gérer aussi notre argent. Ça peut être un avantage ou un inconvénient selon la personne qui est dedans. Voilà. Comment ça se passe généralement avec tes clients? Jusqu'à présent, c'est assez cordial. Dès que je travaille, en fait, je donne des photos, des vidéos sur comment avance leur projet. Et soit on ne se parle pas parce que je n'ai pas de nouvelles, soit on se parle et ça se passe bien. J'ai eu que des retours positifs. Alors après, c'est peut-être parce qu'ils n'oseraient pas, mais je pense pas vraiment non plus que ce soit ça. Honnêtement, j'ai rarement eu des problèmes avec mes clients. On va dire que les clients, en général, ils s'y connaissent... En tout cas, ils connaissent le respect de l'art. Ils considèrent vraiment le travail des artistes comme un vrai travail et surtout, ils y mettent beaucoup de respect dedans. Et ils savent que c'est long à faire et que ça demande beaucoup d'argent. Ouais, ça se passe super bien. J'ai eu un souci avec un gars. Après, au niveau des autres, ça s'est super bien passé. Et sur Trello, il y a toute mon activité. Il y a, voilà, je travaille là-dessus. Du coup, ils n'ont pas besoin d'aller me voir ou ils n'ont pas besoin de m'envoyer des messages. Les clients qui viennent me voir, d'une manière générale, sont des gens qui connaissent déjà mon travail. Donc j'ai pas mal de liberté. Mais après, c'est aussi que c'est pas premier arrivé, premier service, c'est aussi que je vais choisir les gens avec qui je travaille. Et du coup, des fois, il y a des gens qui viennent me voir pour des choses que je ne fais pas. Et du coup, je leur dis, c'est pas trop ce que je fais, allez plutôt voir cet artiste que je connais qui correspond à ce que vous cherchez en termes de style, en termes de type de production, etc. Mais j'ai conscience que c'est des questionnements qui sont intéressants à poser, notamment à mes collègues Fursuit Makers. Pour beaucoup dans mon entourage ont eu pas mal de mauvaises expériences. C'est pas le même ordre de prix, il y a pas le même ordre d'attente vis-à-vis des clients. Alors, soit tu as j'ai une idée, j'ai envie de faire ça, ou soit tu as la personne qui arrive qui dit je n'ai pas d'idée, est-ce que tu pourrais potentiellement faire une carte blanche où je peux te donner des trucs que j'aime et tu peux me faire quelque chose avec. C'est généralement on en parle avec la personne en disant tu aimerais plus quoi, qu'est-ce que tu souhaiterais éviter. En fait on essaie de rassembler toutes les idées pour mettre en place justement comment ça va se dérouler. Tout est ok, les personnes sont super cool, même tes clients ça peut venir tes meilleurs amis, il y a une super bonne entente, etc. Tu peux te faire d'autres contacts après, c'est bien, ça se passe généralement très très bien. Généralement, alors à 90% des cas c'est vraiment des gens adorables. Et même parfois, je vais même te dire un truc, ça m'arrive assez souvent que certains clients, en fait, ça devienne des copains parce que, je sais pas, il y a la chat, on s'entend super bien et puis c'est cool. Pour ceux qui me connaissent, il faut pas vraiment de forme, ils font je veux ça maintenant et je fais ok, pas de problème. Sinon, pour les nouveaux clients ou les personnes qui n'ont jamais commandé, ils peuvent passer par mon Google Doc. Souvent, ça passe par Telegram parce que c'est le réseau où je suis le plus active. Si jamais le client a besoin de changer quelque chose, ça peut être fait, mais dans la mesure du possible. Si vraiment faut changer tout le lighting, je vais faire bon. Les gens sont très sympas. On a de la chance que dans le Fury, les gens sont assez bienveillants envers les artistes. C'est toujours un plaisir d'avoir des clients et ils sont toujours très sympas. Alors moi, en général, ça se passe plutôt bien maintenant parce que c'est des gens qui me connaissent. Au début, moi, je savais pas du tout m'y prendre, surtout qu'il n'y a pas de manuel du parfait artiste qui va prendre des commissions. C'est un peu à toi de découvrir comment ça fonctionne. Et au début, moi, je me rappelle que je cherchais sur Twitter, dans la barre de recherche, cherche illustrateur ou des trucs comme ça. Et en fait, je prenais tout et n'importe quoi de n'importe qui cherchait des illustrateurs ou des artistes. Mais il y avait tout. Il y avait des darons qui avaient besoin d'un dessin pour une affiche. Il y avait, il y avait vraiment de tout, sans filtre. Et souvent, quand on prend n'importe quoi,
Les gens c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment avoir du respect pour ta condition, ils vont pas forcément te payer s'ils sont pas satisfaits. Généralement, ça se passe bien. Après, moi, je prends pas énormément de commissions, sauf en convention. Du coup, j'ai moins de relations clients à faire. Après, je vais pas le cacher, il y a des clients qui sont moins faciles que d'autres. Il y a des clients qui te prennent une commande et après, ils disparaissent et tu les vois plus jamais. Tu fais... Bon, d'accord. Tu sais pas s'ils sont contents, tu sais pas s'ils utilisent la commission. Bien évidemment, hein, j'ai déjà eu des problèmes avec des clients en convention, ce genre de choses, des gens qui vont demander un petit peu trop alors que le prix en convention est déjà plus bas que ce que tu fais d'habitude, alors que c'est des commissions que tu fais sur place. Mais j'ai jamais eu de gros problèmes avec des clients. J'ai jamais eu de client tellement dégoûté de sa commission qu'il a voulu être refund, par exemple. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir des TOS assez clairs parce que j'ai pas envie qu'il y ait une incompréhension et que quelqu'un soit frustré. Et moi, je fais partie des gens qui peuvent avoir du mal à dire à quelqu'un dont c'est le métier que ça me plaît pas. Et du coup, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Typiquement, il y a des gens, ils vont valider les sketchs, alors qu'en fait, ils sont pas spécialement contents de la commission. Ça arrive. Alors qu'en fait, il faut communiquer avec les artistes, mais c'est parce que des fois, ils se sont retrouvés face à des artistes qu'ils ont envoyés chier, ou tu sais, ils ont une mauvaise expérience, ou alors ils sont juste timides. Et moi, je pousse les gens à dire, non mais si ça te plaît pas, je veux que tu me le dises parce que il faut qu'on améliore. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est quand t'as fini le line, t'as fini la couleur, t'as fini l'ombre, et que la personne te dit, finalement, est-ce que tu peux tourner la tête de l'autre côté et me rajouter une épée dans la main? Voilà. J'ai toujours eu des bons contacts. On va dire que ce qui peut être le plus agaçant, c'est tomber sur les gens qui se rendent pas compte éventuellement du temps que ça peut prendre, ou qui se rendent pas compte du coup, donc des tarifs. Toujours un peu les chocs barres de quoi? Mais c'est un dessin. Ouais, c'est un dessin, fais-le toi-même. Mais j'ai jamais eu non plus trop de situations compliquées. En soi, les gens ont toujours été très respectueux. Ça a toujours été très cool. Les seules choses un peu compliquées qui ont pu arriver, c'est quand t'arrives en fin de projet et que quelqu'un veut modifier quelque chose et t'es un peu en mode et puis très souvent les gens en fait sont des amours. Quand tu rassures les gens sur le processus entier en leur disant comment ça va se passer et en donnant vraiment à telle date tu vas avoir une update, comme ça ils ont pas besoin de se poser la question ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma commission. En général dans les milieux hors Fury et peut-être aussi Fury, après moi j'ai pas trop vécu ça dans le Fury, mais ceux qui payent le moins en général en veulent le plus et c'est ça qui est compliqué à gérer je trouve. Et pour ce qui est de l'intermittence, alors ça c'est encore autre chose. Je pense qu'il faut vraiment voir donc l'intermittence, enfin du moins dans l'animation, comme un peu entre guillemets un job normal, c'est-à-dire que tu vas avoir une offre d'emploi ou alors un studio va chercher et donc on va soit venir te chercher toi, soit toi tu vas postuler, envoyer une candidature. C'est vraiment beaucoup plus codifié comme un travail entre guillemets normal. Dès que c'est fini et on change d'entreprise quoi. C'est toujours un stress, surtout en ce moment. Tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver parce que ça peut ne pas dépendre de toi. Mais bon, bien sûr, il y a des mauvaises expériences. Dès qu'on côtoie de l'humain, tu vas avoir des mauvaises expériences. Ça arrive, ça fait des anecdotes à raconter, tu vois. c'est pas grave. En fait, c'est souvent du bouche à oreille. C'est des gens qui ont vu ça et ils ont fait c'est qui a fait ça? Et son pote lui avait dit c'est machin. À part peut-être des clients qui viennent parfois avec des références en IA. Ma vraie première commission dessin, quelqu'un était venu avec une référence en IA et j'étais là en mode bon, d'accord. J'ai eu des problèmes de litige PayPal, par exemple. D'autres qui s'en fichent un peu de mes règles de consentement en termes de dessin. Mais ils sont si peu nombreux au final que la majorité des clients, c'est des amours, quoi. En vrai, j'ai jamais vraiment eu de soucis. À la limite, une fois, j'ai un badge qui s'est paumé à la poste pendant 1 mois. Et du coup, j'étais là en mode je vais le refaire et le renvoyer. Et au moment où j'avais fini, la personne l'a reçu. Merci la poste. Ouais, non mais des fois les problèmes ne viennent pas de nous, hein. C'est souvent externe. Quel est ton ressenti vis-à-vis des technologies d'IA générative? Est-ce que ça t'a déjà impacté? Les IA, en tant qu'outil, pourquoi pas? Et je suis pas très fan. En tant que finalité, c'est un gros non. La majeure raison, c'est que c'est pas du tout éthique. C'est fait à partir de milliers de dessins, d'art, de modèles 3D, de sculptures, de photos, des artistes qui n'ont rien demandé. On leur a pris leur travail, la sueur de leur front, on l'a mis dans une machine, on a fait « Regarde, il fait comme toi !» En mieux et en pas cher. Bah oui, forcément qu'on est consterné. Mais je sais que j'ai vu des gens utiliser Stable Diffusion, je crois, pour aider à améliorer leur rendu. En outil comme ça, c'est ok. Moi, mon problème, c'est l'éthique derrière, parce que ça utilise quand même des banques d'images de gens qui n'ont pas donné leur autorisation. Donc pour moi, ça, c'est un problème. Après avoir détouré comme il faut, j'ai déjà utilisé l'outil de remplacer un truc ou de nettoyer quelque chose. Ça, pour moi, c'est une utilisation qui est très 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 utile dans mon travail de tous les jours. Par contre, les trucs mid-journée du genre remplacer le travail d'un illustrateur ou d'une illustratrice
pour ton petit bonheur personnel, je comprends pas l'intérêt, en fait, d'avoir 1000 images de ton fursona sans âme. Tu sens que c'est de la technique. Et en fait, si la technique suffisait aujourd'hui, il y a plein d'illustrateurs et d'illustratrices qui seraient ultra méga giga connus parce que leur technique, elle est impeccable, mais le fond, il est pas présent, quoi. Plus précisément, l'IA d'image générative, oui, ça m'a impacté dans mon travail. J'ai déjà eu 2 clients qui sont venus avec des images générées par IA. On va dire directement, ce qui est embêtant, c'est qu'une IA n'est jamais précise. Une IA fait des markings n'importe comment, un peu aléatoire, qui n'est jamais une bonne chose pour un artiste. Au-delà de ça, ça fait un peu mal au cœur quand on voit ça, parce qu'en tant qu'artiste, on sait que derrière ces images, il y a une flopée d'artistes qui se sont fait voler leurs dessins sans leur consentement ou rétribution monétaire. Et ça fait toujours mal au cœur quand on voit ça, hein, que ce soit par nos clients ou juste sur Internet de manière générale. Ah, les fameuses. Les fameuses. En fait, il faut faire une grosse distinction entre les IA génératives d'images et les IA de manière générale. C'est deux choses très très différentes. Ça peut t'éviter de faire des tâches répétitives et chiantes, et toi tu peux te concentrer sur des tâches plus sympas. Maintenant, tout ce qui est IA générative, ça je suis pas trop pour. Pour des questions morales et éthiques. Moi, en tant qu'artiste, en tout cas graphique, j'en ai pas peur. Dans le milieu, quand vraiment tu parles avec des professionnels, en fait, il va même pas être question actuellement de remplacer les gens par les IA. En fait, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est surtout des particuliers, quoi. Ça m'a impacté même dans mon fursuit making. Il y avait quelqu'un qui avait déposé une fursuit sur le Dealer's Den et il avait utilisé des images par IA qui avaient des prix de proposer. Il y a eu du temps avant que le site ne réagisse et retire l'annonce de la personne. Bah, ça pue, parce que c'est vrai qu'à la première seconde, j'y avais cru un peu. Je l'avais un peu cru, voir une fursuit devant moi. Quand tu sais que l'image générative ne fait que s'améliorer en termes de résultats, bah ça fait peur. Ça me fait peur parce que qu'on voit déjà le progrès en un an que ça a pris. Ça avait commencé par une vidéo de Will Smith, voilà, qui mangeait des spaghettis. On s'est dit ouais, c'était tellement mal foutu. On regarde un an après, on croit que c'est réel tellement que ça a bien avancé. Et nous, on a peur que notre travail soit volé. Il y a aussi pour de la modélisation 3D, il y a des artistes musicaux aussi. C'est que ça fait très très peur. On veut vivre de ça et donner justement notre passion, notre amour à d'autres personnes plutôt que une machine qui va juste remuer des déchets, qui va les donner comme ça à des gens. Personnellement, je m'interdirais toujours d'utiliser de l'IA dans des projets commissionnés. Je me vois pas vendre de l'IA à quelqu'un, ça se fait pas. Ça m'est déjà arrivé pour du perso d'avoir recours à l'IA, principalement pour des fonds, genre des paysages. Mais du coup, des fois, l'IA m'apporte pour des couleurs. Pareil pour tout ce qui est voix de doublage, etc. Je trouve que ça se fait pas. D'utiliser la voix de quelqu'un à des fins autres, tu vois, que la personne. Puis même, hormis ça, l'IA tue énormément d'emplois. Comme je disais plus tôt, j'ai fait des études dans l'animation 3D. C'est un milieu qui est mort maintenant. Impossible de trouver un travail dans ce milieu-là si tu n'es pas senior. Donc autant te dire que quand tu sors d'une école, à moins d'être pistonné à fond, c'est difficile de rentrer dans un travail de ce calibre-là. Je trouve qu'un artiste a son processus et ses oublis. Un artiste va faire des erreurs, tu vois, c'est normal. Et je trouve que ça fait partie justement du processus. Dans le studio dans lequel j'ai bossé, et dans plein d'autres studios maintenant, c'est très largement démocratisé d'utiliser les IA. Et je sais que ça va pas plaire à grand monde, et c'est clairement pas ma tasse de thé non plus. Je pense que dans les années à venir, c'est un peu peine perdue d'essayer de se battre contre. Donc il faut plus voir comment bosser avec, malheureusement. Je sais que nous, on l'utilisait beaucoup pour faire... Alors le terme s'appelle le photobash, pour également faire du mood board. Quand tu fais du concept... par exemple, tu pouvais demander à une IA de te faire plein de générations d'images et tu disais, tel détail peut être intéressant. Putain, j'aurais pas pensé à ça parce que des fois t'as des trucs un peu cryptiques, quand même, on va pas se mentir. T'as plein d'artistes maintenant qui le disent pas forcément, mais qui s'en servent, du coup, comme j'ai expliqué au début, pour de la recherche d'images très rapide. Comme c'est un peu une crise générale de l'industrie du jeu vidéo et de l'animation, t'as beaucoup de studios qui ferment, y a de moins en moins de budget, qui veulent une très belle image en l'espace de 2 jours. Ça permettait d'aller beaucoup plus vite, en fait. En soi, j'ai pas de soucis. Ça me dérange pas que des gens vont l'utiliser dans leur coin ou que ça puisse servir de base à un travail, par exemple. Quoique, moi je le ferai jamais, mais je préfère, si les autres veulent le faire, pourquoi pas? Si ça donne de l'inspiration, pourquoi pas? Mais honnêtement, je sais pas, c'est un peu comme aller manger à McDo, quoi. Là où j'ai du mal, c'est qu'en fait, les gens commencent à apprécier. Moi, quand j'étais à Paris, je voyais partout des pubs, mais même maintenant que je suis dans un petit village,
Des affiches partout, ça commence à être utilisé, c'est flagrant. C'est énervant, quoi. J'en ai pas vraiment peur parce que il faudra toujours une touche humaine en fait si tu veux créer quelque chose. Et tu peux pas remplacer la main humaine. En fait, il y a un truc dans l'art qui se voit surtout quand t'es artiste. Il y a beaucoup d'accidents, tu vois, dans les dessins, dans des créations qui rendent la chose unique. Et ça, c'est purement humain. Et l'IA, par sa définition, elle va chercher à être la plus parfaite possible. Je sais pas si toi, t'aurais pu observer ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant font leur pub via IA, qui est terrible pour eux. C'est que du coup, elles se ressemblent toutes. Normalement, quand tu fais une pub, c'est pour te démarquer. La pub perd tout son intérêt parce que je te jure, j'avais les 3 pubs d'affilée qui vendaient pas la même chose, mais je te jure, c'était le même truc, les mêmes images, moches, là, faussement détaillées. Ah, j'adore les IA, c'est incroyable comment c'est trop tard. Non, c'est faux. Non, en vrai, l'IA, c'est un mixed feeling pour moi. C'est arrivé au début, je me disais, ça pourra peut-être nous inspirer, nous aider à trouver des idées. Sauf que maintenant, c'est un autre problème. La plupart des furies que je connais disent que l'IA, c'est bien, ok, ça fait des jolis dessins, mais c'est pas personnel. T'as pas l'artiste qui a mis sa patte dedans. Moi, je pense que les gens qui raffolent de l'art IA, c'est des gens, ils ont pas compris l'art. Ils veulent juste des beaux dessins. Ils veulent pas de l'art. Moi, clairement, ça me plaît pas vraiment. Pour les commissions Fury, je l'utilise pas, parce que c'est pas ce qui me plaît, parce que moi j'aime peindre. C'est de s'appuyer sur ça aussi, t'apprends pas forcément. Aussi environnementalement parlant, ça reste quand même beaucoup de fermes de rendu. Je pense que c'est un désastre. Ouais. On va dire que la facilité de génération d'images et l'entretien que demandent ces fermes de rendu, ça fait qu'il y a beaucoup d'images générées et beaucoup de demandes, beaucoup d'énergie, et en fait c'est des fermes de calcul énormes et une production énorme, et on a clairement pas besoin de ça. Le débat avec l'IA, c'est un sujet assez sensible pour la majorité des artistes. Il y en a beaucoup qui en ont peur, et à raison, parce qu'il y a, en dehors du fandom, beaucoup d'entreprises utilisent déjà l'IA pour ne plus faire appel à des graphistes. On a cette chance dans le fandom que l'art reste un point central et économique, et en soi l'IA pourrait être sympa si on l'utilisait à bon escient, en tant qu'outil pour assister les artistes et pas en tant que création à part entière. Je suis pas non plus trop inquiet parce que je me dis, tant qu'il y aura des gens qui apprécient mon travail, toujours des potentiels clients. Quand on commande chez un artiste, tu y vas pour son style, mais pas seulement. Genre, t'as aussi l'échange entre le vendeur et le client, c'est aussi important. Et ça, aucune IA pourra remplacer. Des fois, quand je me balade sur internet et que je vois des très belles images, et je fais c'est joli et tout, on me dit non, c'est de l'IA. En fait, je sais pas où me placer. Je suis contre par rapport au fait que, à cause de ça, des artistes peuvent pas vivre de leur passion. Je sais que quand j'avais créé un conbook d'une convention, j'avais retiré tout ce qui était IA, des PP de staff, etc., qui utilisaient de l'IA. Je leur ai dit non, tu vas me chercher un dessin. Et je dis aux artistes, vous vendez pas juste un objet, vous vendez pas juste une simple image, vous vendez un artefact émotionnel. Et cet artefact-là, ça va compter dans le cœur de vos clients. T'auras pas le même ressentiment que, regarde cette image, ça a été généré par une IA. Ouais, super, allez, je le lis, ouais, c'est cool. Une réalisation, c'est toute une réflexion derrière. Et avec l'IA, malheureusement, certaines personnes ont plus la valeur de l'art. J'aime bien utiliser Bark pour voir qui y a autour de moi, surtout quand je voyage, c'est toujours cool de rencontrer des nouvelles personnes. Dès que je vois une PPIA, je fais pas intéressant quoi. Et pourtant, je suis sûre qu'il y en a qui sont juste pas informés de l'IA. Il y en a peut-être qui sont cool. C'est vraiment plein de questionnements comme ça que je trouve très compliqués, et le fait que le mot IA soit tabou et qu'on automatiquement on dise ah non c'est mal donc du coup je veux pas en parler, ça aide pas les artistes qui se retrouvent à devoir bosser avec, à dire qu'est-ce que je fais en fait. Malheureusement on n'a plus la liberté de Léonard de Vinci de se dire je vais faire une peinture à l'huile tous les 3 ans. Là, c'est, écoutez, il y a telle série, on a un pitch pour des financements dans tant de temps. On doit produire tant de décors, tant de concepts, tant de machins dans tous ces trucs impartis-là. Le temps, c'est de l'argent pour eux. De base, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Sur le plan technique, en tant que quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qu'il est possible de faire avec de l'image, c'est très intéressant. Cependant, ces dernières années, on a vu beaucoup de déviations qui ont été faites, et notamment, on voit beaucoup de vols d'images d'autres artistes pour nourrir des banques de données. Je vais avoir à peu près le même point de vue que beaucoup là-dessus, à savoir, ça me rend triste et ça me dévexe. Même si de base, c'est un domaine qui, à mon sens, c'est intéressant, c'est plus l'utilisation qu'il en est faite d'une manière générale de nos jours. C'est pas fou quoi. Je suis partisan de dire qu'il y aura toujours besoin de métiers humains, et que il y a tellement de petits détails dès lors que tu t'intéresses à un domaine artistique. Sur le plan technique, il y a tellement de petits détails qui sont aussi très liés à l'expérience et à la mémoire musculaire, ce genre de choses, que tu pourras jamais entièrement remplacer l'humain, je pense. Qu'est-ce qui te motive à continuer dans cette voie ? Et quelles sont les raisons qui te poussent à continuer malgré les obstacles ?
Le Fury. J'ai aucun autre argument que ça. Le Fury. Imagine-toi 3 grands verres. Il y a un verre, c'est les besoins personnels. L'autre verre, c'est les besoins de logement, donc le confort. Le troisième objet, le troisième verre, pardon. Là, c'est celui qui était vide chez moi, était tout le temps vide. J'arrivais jamais à trouver ma place ou mon hobby. Après, j'ai rencontré le Fury et là, d'un coup, le verre a commencé à se remplir. J'ai fait mais oui, mais c'est ça, c'est la réponse. J'adore dessiner des Fury, j'adore être Fury, j'adore participer, tout ce partage qu'il y a autour. Et ça, c'est ce qui me motive le plus. Quand je réalise une création et que je vois la joie que cela peut apporter à la personne, c'est ce que j'apprécie le plus dans mon métier. Je me dis qu'avec ma passion, je peux contribuer à rendre la vie des autres un peu plus agréable. Dessiner, genre, ça a toujours fait partie de moi, donc indirectement, les créations artistiques me parlent. J'aime bien voir des arts, j'ai envie de partager ça et du coup, c'est ce qui me pousse à continuer. C'est purement la passion. L'envie de créer, l'envie de dessiner, l'envie d'illustrer des univers, d'illustrer des personnages, de créer des personnages. C'est galvanisant. C'est d'avoir des communications avec d'autres personnes, donc d'autres artistes avec qui on s'entend bien. Parfois, on peut même faire des collabs. On se soutient entre artistes, il n'y a pas de souci. C'est que même peu importe ce qui peut se passer, c'est que on peut toujours s'aider. Et c'est aussi quand tu aimes quelque chose, tu peux pas l'abandonner en fait du jour au lendemain. C'est que tu as envie de persévérer, surtout quand tu as des gens qui aiment ce que tu fais. Tu vois, si ça peut rendre des gens heureux parce qu'ils sont contents de voir tes créations et tes œuvres, ça te donne en fait une flamme supplémentaire dans ton cœur, c'est que ça te donne envie encore de continuer. Et aussi pour soi, faut que tu prennes du plaisir. Dans tout ce que je fais, je mets tout mon amour comme pas possible et je prends un plaisir énorme à chaque fois à faire de nouvelles choses, quoi. Bah alors, moi globalement, je sais que je veux faire par exemple de la bande dessinée depuis que je suis en maternelle. Bah jusqu'alors, j'ai pas rencontré d'obstacles, donc je continue à foncer quoi, en gros. Et j'ai pas de raison de m'arrêter malgré la grosse menace de l'IA. Ça me fait pas si peur. Enfin, j'ai eu peur et j'avoue que si j'y pense trop, ça me déprime un peu. Et j'ai l'impression que même si ça devient prédominant dans tous les milieux, j'ai l'impression que le milieu, pour le coup, furry et artistique en général, même de la bande dessinée. En fait, on se sait qu'on est créatif et on se sait qu'on aime l'art vivant, on va dire ça comme ça. Pour moi, l'art, ça provient du vivant, en fait. Dès le début, je m'attendais à ce que ce soit difficile d'en vivre. Du coup, ma pratique, à la base, je la fais pour moi. Je veux que ça reste comme ça, dans le sens où ce que je fais me plaît. Et du coup, ce qui me permet d'avancer, c'est de petit à petit essayer d'aboutir à quelque chose dont je suis fier, sans forcément avoir envie que ça plaise aux autres, tu vois. Disons que ça me fait du bien d'avoir trouvé quelque chose sur lequel je peux passer du temps et qui me fait me dire ok, là j'ai bien occupé ma journée, j'ai créé quelque chose. Enfin, tu vois, là depuis tout à l'heure je continue à gribouiller sur la feuille pendant qu'on discute et je peux pas avoir les mains qui ne font rien. Je suis fait pour être tout le temps la main dans le cambouis à créer quelque chose. Du coup c'est ça aussi qui me fait continuer. Personnellement, c'est le fait de me voir évoluer, d'apprendre toujours. Je veux toujours apprendre tout le temps. Et autrement, moi je crois en un avenir dans ce métier. Je suis prête à traverser plein de périodes difficiles pour ça. Je me suis fait énormément de potes dans ce milieu. Je suis vraiment heureuse de connaître des gens aussi talentueux, si ce n'est plus, parce que évidemment on est des artistes, on va se comparer à tout le monde. Évidemment qu'on trouvera toujours mieux que soi, mais il faut pas lâcher, il faut pas se dire que on est mauvais. Chacun a son style, chacun a sa manière de faire, chacun a son vécu. Tout le processus créatif, j'adore, que ce soit seul ou en équipe, mais aussi par exemple en équipe, c'est le fait de faire un peu un ping-pong d'idées, de dire ah putain, on pourrait rajouter ça aussi et telle chose, et le fait d'apprendre constamment. Participer à des projets artistiques, par exemple je parlais d'Arcane tout à l'heure et c'est le cas pour plein d'artistes, le fait de se dire j'ai été là, j'ai fait partie de ce projet là et maintenant c'est sur grand écran et je peux toucher les personnes avec ça en fait. Savoir que ton art aura un impact, me faire plaisir en découvrant constamment des nouvelles choses, m'exprimer, sortir ce que j'ai dans ma tête et essayer de mettre des émotions sur papier, c'est un peu ma joie de vivre quotidienne en fait. La première qui me vient en tête, c'est quelque chose que j'ai réalisé assez récemment, c'est le bonheur que ça procure. Mais récemment, j'ai pu donner en main propre à mon premier client sa fursuit à la FBL 11. Le voir tellement heureux de recevoir sa fursuit, de tout de suite vouloir l'essayer, ça m'a rendu mais tellement heureux. Et je me suis rappelé de tous ces messages. Je me suis dit, donc c'est ça en fait. C'est ça, ce sentiment que moi-même j'ai ressenti quand je l'ai eu extasié. Et la deuxième raison, une fois que je finis un projet et que je le regarde fini, je me dis putain ça tue, ça tue sa mère. J'adore. Je dirais peut-être l'amour de l'art. Bah ouais, c'est ma vie, je fais du dessin et je me vois pas faire autre chose en fait.
Comme je le dis, je rencontre des gens vraiment adorables. Et bah ça a pas forcément de prix non plus. J'ai un ami, tu connais peut-être, qui est Kinaï, qui a fait plusieurs conférences marketing Fur, et il appelle nos dessins, nos photos, sculptures, Fursuite et tout ce que tu veux, des artefacts émotionnels. Et je trouve qu'il a grave raison là-dessus. C'est une très bonne appellation, parce qu'on crée plus qu'un dessin. On crée une émotion chez quelqu'un. Ça a pas de prix, parce que on rend quelqu'un heureux, on fait vivre quelque chose qui peut pas vivre sans nous. Enfin, c'est peut-être un peu gnangnan, mais moi je trouve ça assez beau pour continuer. Alors moi principalement, j'adore parler dinosaures. J'ai envie de continuer de parler de science et j'ai envie de montrer aux gens que les dinosaures, c'est pas juste des gros monstres qui mangent des gens dans des parcs et que ça peut être des animaux aussi classes que les lions, les renards et tout ce qui est avec. Parce que ça me fait plaisir de dessiner la science. Tu vois ce que je veux dire? Et de me dire qu'on ne saura jamais à quoi ressemble un dinosaure. Pourtant, on essaye de l'imaginer, tu vois. Et on calcule des trucs, on calcule des masses, on passe des trucs aux UV pour être sûr de nos calculs et de savoir à quoi ressemblait la bête, alors qu'on ne le saura jamais. Et après, tout ce qui est des commissions, c'est vraiment le côté où j'aime beaucoup donner vie au fursona des gens. Parce que un fursona, c'est pas juste un avatar. Pour certains, c'est une représentation d'eux, c'est une version meilleure d'eux-mêmes, ou c'est une version pire aussi, hein. Donc, en quelque sorte, un morceau d'âme dans chaque fursona. Et je trouve ça super intéressant d'essayer de représenter ça. Moi, je fais ça parce que quand j'étais gamine, des gens ont réussi à me faire rêver et à me faire vivre mes meilleures aventures, que ce soit devant la télé ou dans ma tête. Du coup, moi, en grandissant, quand j'ai compris que c'était un métier, je me suis dit que moi aussi, je voulais faire rêver les gens. Bah, c'est toujours dans mes projets. Je veux faire rire les gens, je veux les faire pleurer, je veux qu'ils ressentent de l'émotion. Quand j'ai des gamins qui viennent me voir et qui me disent que du coup, ils regardent, tu vois, une série sur laquelle j'ai travaillé et qui sont tout contents, pour moi, ça vaut de l'or. Et il y a rien qui peut remplacer ça. Quel changement souhaiterais-tu dans le monde de l'art aujourd'hui? Que les gens se rendent compte de la valeur que ça a. J'aimerais bien que les gens y prennent conscience que un dessin, ça se fait pas en 2 secondes et demie. Ça prend du temps. Et ça, c'est pas que pour le domaine de l'art, hein. Faire quelque chose de bien, ça se fait pas en 5 minutes. Ça serait que déjà, tu as certaines personnes qui prennent des artistes un peu comme des machines. T'en as, ils pensent que tout va être pondu en 2 jours. Ça serait de comprendre aussi que on n'a pas qu'une machine dans la main, quoi. Nous, on est humains, on a une vie derrière, etc. Après, ça serait d'ouvrir un peu plus les portes dans le domaine de l'art, surtout. T'as de plus en plus de boulot au niveau de l'art où c'est fermé. T'avais des emplois, par exemple, faire du character concept. Mais je vois qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Pour le monde de l'art Fury, je dirais aux clients comme aux artistes, comme aux personnes lambda qui ne consomment pas trop et ne font pas trop, d'être moins embêtants sur les prix. C'est du luxe. C'est pas un besoin d'avoir des dessins de son fursona, c'est pas un besoin d'avoir des costumes de ses fursonas, même si on est dans un climat qui est très imagé pour le fandom Fury, donc on a l'impression peut-être que c'est un peu un besoin. Dans les faits, ça n'en est pas un. Tu n'es pas obligé d'acheter des dessins, tu n'es pas obligé d'acheter une fursuit. Moi, c'est le monde des conventions, et que ce soit du côté visiteur ou du côté organisateur, que j'aimerais qu'il y ait des choses qui bougent. Typiquement, quand on entend des gens se plaindre du prix des commissions, j'aimerais que les gens se rendent plus compte que c'est pas facile d'être illustratrice et que non, on ne vous prend pas pour des pigeons. Et ça, j'aimerais que ce soit clair un jour. Non, on ne vous prend pas pour des pigeons. Et je sais, je suis désolée que les badges ronds, ils sont passés de 2 € à 2,50 € chez les artistes. Je suis désolée que mes premiers porte-clés, je les vendais à 6 € et aujourd'hui, ils sont à 9. C'est pas de gaieté de cœur que les gens augmentent leur prix, mais tu fais des rencontres incroyables. Je veux dire, je préfère de loin faire des conventions Fury que des conventions manga. Je gagne moins en convention Fury, mais je m'en fous. Le sacrifice, il est que je vais rencontrer des gens incroyables qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, des gens qui reviennent souvent, des gens qui reviennent moins. Encore une fois, tu rencontres des âmes, tu rencontres des fursonas et des gens hauts en couleur et voilà. Ce serait bien que les fursuit makers et les artistes qui commencent revalorisent niveau prix pour se permettre d'un peu mieux vivre et aussi de réégaliser les prix des marchés, par exemple des professionnels mais qui sont encore un peu au début de leur carrière. Je connais certains professionnels chez les fursuit makers qui ont déjà plusieurs suits à leurs actifs mais qui ont des prix qui sont encore très très bas. Moi ça me fait peur parce que je me dis est-ce que ça veut dire que quand moi je vais commencer à me professionnaliser, je vais devoir avoir ces prix-là, alors que moi je vais vivre sur Paris, je vais avoir une vie qui va me coûter très cher. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point ça prend du temps de faire des fursuits. La seule chose que j'aimerais qu'il change un petit peu, c'est que les artistes arrivent à se valoriser. Bien des fois, j'ai vu d'autres se comparer à d'autres. Ce serait cool que certains n'aient plus peur des autres ou de leurs potentiels rivaux, comme on dit, et qu'ils les voient plus comme des potentiels amis avec des passions supplémentaires à partager.
J'aimerais plus de reconnaissance de la part du monde, que ce soit chez les Furies ou chez les Normies. Je sais que chez les Furies, c'est une communauté de niche. Say that again? Ah, moins de taxes au niveau des impôts pour les artistes? Bah déjà, un peu plus de reconnaissance au niveau de nos statuts. Avoir un statut qui nous protège plus, voire peut-être des aides ou des choses comme ça. Un peu plus de formation, ce serait bien. C'est compliqué de parler de changement sans parler de quelque chose d'utopique. Changement dans le monde de l'art, une meilleure considération des artistes. Ça c'est quand même un peu plus politique, mais depuis quelques années, la culture est mise de côté, je trouve, en termes de financement et d'appréciation et de choses comme ça. Donc vraiment revaloriser l'art dans le sens où c'est un luxe, mais c'est aussi quelque chose d'essentiel. Ça paraît très con, mais l'art c'est partout, que ce soit dans la cuisine, dans ce que les gens regardent tous les jours, les séries, les jeux, le design des vêtements, tout en fait, c'est essentiel. Moi, je dirais que, par exemple, sur les réseaux, en fait, j'aimerais bien avoir un réseau qui permet d'avoir une meilleure audience, si tu veux, que tu sois pas shadowban en permanence. On puisse pouvoir vendre nos arts sans avoir 1 milliard de taxes, 1 milliard de galères en chemin. Pour moi, le monde de l'art, il est ok. Je ne saurais pas comment l'améliorer. Pour l'instant, je vis avec. J'espère que ça ira mieux d'ici quelques années. Parmi les grandes choses que je dirais qu'il faudrait améliorer dans l'art, c'est surtout une peur qu'on a tous en tant qu'artiste. Je produis du contenu SFW, mais aussi du contenu NSFW. Je gagne principalement sur le contenu NSFW. Ça fait depuis plusieurs années où on a souvent des coups de pression des sites internet pour limite soit nous faire arrêter, soit nous cancel entièrement. Je comprends tout à fait que tout ce qui est contenu NSFW, il devrait y avoir une réglementation sur les sites internet. Cependant, c'est pas de notre faute à nous si on est autorisé et que d'un seul coup, ah bah non, en fait, vous avez plus le droit. En fait, ça donne cette sensation d'instabilité qu'à tout moment, mon métier se passe juste effacer. Moins de compétition, je dirais. J'ai toujours trouvé ça dingue, les gens qui se tirent dans les pattes. Enfin, moi, j'ai eu vent d'histoires de gens qui se font des coups horribles parce que, tu sais, faut être le meilleur, faut être le machin. Et je me dis, mais comment ce milieu-là, tu vois, peut apporter des caractères humains. Alors, c'est partout pareil, hein, mais le côté fourbe de l'humain dans l'art, j'ai toujours trouvé ça assez terrible. Donc, c'est quelque chose que, moi, j'aimerais bien que ça change. Que les gens extérieurs au monde de l'art aient plus conscience de ce que c'est. Enfin, tu sais, les gens ont vachement oui, enfin, bon, de toute façon, t'es pas artiste. Enfin, tu sais, trouve un vrai métier ou ce genre de choses. Et je trouve ça terrible, parce que c'est tellement important. Je trouve ça très triste que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un produit de consommation. Enfin, ça l'a toujours été, hein, qu'on s'entende bien, mais c'est même plus de la consommation, c'est de la surconsommation aujourd'hui. Il faudrait cette stabilité, en fait. C'est le plus gros changement que je dirais. Après, il y en a d'autres. Ça fait, par exemple, depuis quelques mois que j'entends de plus en plus, et j'en fais partie, d'artistes qui commencent à faire des burn-out. Être artiste sur Internet, c'est un vrai métier. Il faut aussi que nous-mêmes, en tant qu'artistes, on considère que c'est un métier. Un métier, ça a des horaires de travail. Quand je parle d'horaires de travail, c'est que il faut, et je dis ça à tous les artistes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, le soir, reposez-vous. Il faut vraiment qu'on apprenne à faire des pauses. C'est juste qu'il y en a qui se rushent tellement, qui après font des burn-out, sont fatigués, sont épuisés, et parfois même se dégoûtent de l'art, et c'est dommage parce que l'art, c'est magnifique. Faut pas culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à créer une journée. C'est pas grave. Reposez-vous. Vous allez créer encore mieux après. Ah, et aussi, arrêtez de penser qu'on est des community managers, qu'on est des comptables, et normalement, on est artiste, on n'est pas tout ça. Donc, des fois, on peut faire des erreurs. Dans le monde de l'art plus, je dirais dessin, comme on a parlé des IA tout à l'heure, ouvrir le débat, parce que malheureusement, il va falloir avancer avec ça, et c'est pas en évitant le sujet qu'on va trouver des solutions, je pense. Dans le monde de l'art étudiant, être aussi ouvert avec les étudiants dans le sens où t'as beaucoup d'écoles privées qui forcément tablent sur regardez, c'est trop cool, vous allez faire ça. Faut aussi les prévenir des enjeux, de ce que va être le futur de l'art aussi, même si on sait clairement pas ce que va être le futur, mais au moins en discuter dans le sens où est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que c'est quelque chose de viable pour toi, et est-ce que tous les efforts que tu vas devoir fournir supplémentaires par rapport aux générations d'il y a 15-20 ans, c'est quelque chose que tu veux faire en fait. Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir ? Ou comment est-ce que tu pressens l'avenir dans les prochaines années ? L'avenir immédiat, ce serait du coup de devenir une micro-entreprise. Une fois que c'est fait, je me vois chercher un boulot à mi-temps, comme je te l'avais dit. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il faut essayer, si tu n'y arrives pas, de te projeter sur un mois, ou sur une semaine, ou même sur quelques jours. Et franchement, moi, ça m'aide pas mal. Et c'est plus positif en général, parce que dans le contexte global mondial actuel, c'est facile de devenir triste.
L'avenir, ça va être compliqué. Dans l'avenir, j'aimerais retrouver un espace de travail comme celui-ci, puisque c'est vraiment ce qui est fait pour moi. Faut juste que je trouve petit à petit comment vivre de tout ça et que je me prépare, comme je disais tout à l'heure, à potentiellement faire un job alimentaire pendant plusieurs années pour pouvoir assumer les frais artistiques que j'ai derrière. Dans le passé, je souffrais beaucoup de pas me préparer en fait, et du coup que toutes les galères de la vie me tombent dessus d'un coup. Du coup là, je suis encore jeune, j'ai 24 ans, donc j'apprends de mes erreurs et j'essaye de grandir et de juste me frayer un chemin petit à petit dans la vie adulte. Et c'est pas facile tous les jours, mais bon, c'est nécessaire. Personnellement, je me vois plus faire des plus gros projets de dessin. J'aimerais pouvoir faire des bandes dessinées, j'aimerais pouvoir faire des animations, faire plus de conventions aussi. Donc développer mon merch, voire développer ce genre de choses, plus de projets pratiques, plastiques plutôt. Dans plusieurs années, je pense que je ferai quelques collabs avec d'autres fursuit makers. Comme je t'ai dit, ça m'intéresse beaucoup, en fait, de faire vivre le secteur et de collaborer entre artistes, de faire des créations tous ensemble. Je trouve que c'est une belle chose à faire, en fait, dans une communauté qui prône autant le créatif et la création. Je pense qu'il va aussi y avoir beaucoup plus d'artistes qui vont arriver sur Internet et qu'on va avoir beaucoup plus de gens créatifs. Surtout par rapport au fursuit making, on va avoir de plus en plus de nouvelles techniques liées à la technologie qui vont apparaître. Je pense que va y avoir plus de prouesses techniques dans le fursuit making. Parce que là, dernièrement, je vois des trucs passer. C'est incroyable. Tous les makers, c'est des ingénieurs, là. C'est ce bordel. J'aime bien, en général, vivre au jour le jour. Mais ce qui est sûr, c'est que je compte bien continuer dans l'art et la création. J'ai commencé à faire des fursuits. Si un jour, ça fonctionne pas, que ce soit le dessin ou les fursuits, ça bide, tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais je trouverai toujours un autre truc artistique à faire. En fait, moi, dans mon idée de quand j'ai créé mon entreprise, l'objectif à la fin, c'était d'avoir un entrepôt à moi où j'aurais des machines qui me permettraient de fournir aux autres en France. Moi, dans le futur, j'aimerais pouvoir proposer des services de merch, basiquement. Moi, je reste quelqu'un d'assez positif, donc je m'inquiète pas des masses. Sauf si on a une nouvelle technologie IA qui nous tabasse tous, franchement, je vois pas trop. Toute la France, c'est des furies. Je vais imposer le Fury Game en France et je vais devenir politicien, je vais arriver dans la politique en fursuit. J'aimerais bien plus tard créer mes propres fursuits. Après, mes ambitions, elles vont plus envers les événements que je crée, plutôt que ma vie d'artiste. On verra. Moi, je laisse le temps faire les choses. Je pense pour la communauté Fury, on va être de plus en plus accepté parce que je vois de plus en plus de vidéos qui parlent de la communauté Fury et qui disent qu'au final, on n'est pas si bizarre que ça, ou en tout cas, qu'on n'est pas mauvais. Donc je pense que la communauté Fury va de moins en moins être ridiculisée. Incertain, je dirais que c'est le terme. Et en même temps, j'ai envie de dire, normal, c'est l'avenir, c'est forcément incertain. Donc je suis dans l'optique de laisser venir. Ça sert à rien d'essayer de lutter contre la tempête, vaut mieux apprendre à manier sa voile plutôt. Je prends la vie comme elle vient, surtout au jour le jour en fait. Moi, je pense qu'il y a un moment, je vais arrêter les conventions. De faire des stands en convention, je veux dire. On va pas se le cacher que je commence à être putain de fatiguée en fait. Genre, tu sais, quand j'ai commencé à faire des conventions, tu sais combien je faisais de commissions par jour? J'en faisais 10. Installer le stand, mettre les trucs, vendre, la batterie sociale qui disparaît à une vitesse folle. En fait, je sens que je commence à être fatiguée. Pour le moment, j'ai encore la niaque, mais il y a peut-être un moment où je vais avoir envie de me poser et peut-être juste passer à autre chose, tu vois. Ça se trouve, je dis ça dans 10 jours, dans 10 ans, je serai toujours en train de faire ça, mais on verra. J'ai envie de continuer d'aller mieux ou de continuer d'aller bien sans forcément aller forcément mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. La bête de phrase. Franchement, j'ai peur, je le dis en toute transparence et en toute honnêteté, j'ai peur que mon boulot va pas durer. Tu dis, ok, par exemple, en Fury Fandom, t'as forcément des gens maintenant, ils vont utiliser de l'IA pour dessiner, etc. Donc du coup, tu perds des clients, tu dis, ok, maintenant, d'aspect financier, c'est un peu compliqué. Mais c'est aussi quand tu vois maintenant les entreprises qui, maintenant, utilisent de plus en plus d'IA. Quand je regarde, par exemple, dans ma ville, quand je regarde à Montpellier, parfois je traverse, et tu vois les affiches publicitaires, généralement, tu vois, t'as des graphistes qui sont de base embauchés par la mairie, tu sais, qui font des affiches, justement, tu sais, pour des événements ou autres. Et je passe dans une rue, je vois 3 affiches faites par une IA. Je me regarde, je fais d'accord. Bon, déjà, ça annonce pas du bon. Déjà, je pense que l'IA va prendre une plus grosse place. Mais en même temps, ça va être un peu comme les NFT. En fait, on va tellement les voir que ça va devenir quotidien et limite, ça va un peu réduire, je pense. Il y aura peut-être des lois qui vont être créées par rapport à l'IA et au copyright, mais je pense pas que ça va avoir beaucoup d'impact à l'avenir. En tout cas, ça va réduire comme tout le reste. Et par rapport à l'illustration, je pense qu'avec l'IA, justement, on va de plus en plus mettre en avant des arts un peu plus graphiques. Comme on en a parlé avant,
La différence entre l'ARIA et l'art qu'on produit, c'est qu'il y a le process. Et le process, c'est la partie la plus importante de l'art. En gros, essayer d'appuyer sur cette différence, c'est la mettre en valeur, tout simplement. Niveau image IA et niveau politique, selon qui sera sera au règne de l'État, je le vois un peu anxieux, mais j'essaie de pas y penser. Mais en même temps, j'essaie de pas non plus faire l'autruche et de rester alerte. J'espère que ça se passera bien et je vais tout faire pour que ça se passe bien. Et on fait ce qu'on peut à son échelle et on va essayer de voir ça de manière positive. On va prendre les fameux 5 ans. Bah, moi, je vois pas grand-chose qui change. Ça fait quelques années qu'on stagne dans une atmosphère exécrable, mais j'ai l'impression, artiste comme consommateur, enfin artiste et consommateur d'art, ben on va pas se laisser marcher dessus. Et j'ai l'impression que les gens, ils vont s'en ficher et puis ils vont continuer à commissionner des gens. J'ai tendance à essayer de pas trop me poser la question pour pas laisser mon cerveau s'emballer, que comme beaucoup d'artistes, le syndrome de l'imposteur n'est pas ton ami. Moi j'espère continuer du coup dans le freelance jeux vidéo animation, et j'ai la motivation et je vais tout donner pour ça. Je suis pas stressée, ce que je me dis. Alors si je suis stressée, parce que je suis stressée de nature, mais j'essaie de pas stresser plus parce que les choses qui sont hors de mon contrôle sont hors de mon contrôle et tout ce que je peux faire, je sais que je le ferai. Donc quoi qu'il arrive, je me donnerai à fond et j'essaierai d'en profiter un max. Note à plein d'artistes, respectez-vous dans le sens, prenez soin de vous aussi. On a le côté artiste un peu destructeur très souvent en mode tout pour mon art et en même temps tout pour mon loyer aussi pour pouvoir m'en sortir. Mais c'est très important de prendre soin de soi. Est-ce que selon toi, on est assez informé sur votre condition en tant qu'artiste ? Quel point est-ce qu'on ignore le plus ? Je dirais que les points là où les gens s'y connaissent le moins, les problèmes principalement d'inspiration, les problèmes de confiance en soi et parfois les chutes morales qu'on peut ressentir. Je pense que le monde n'est pas trop au courant de ce genre de souffrance, de ce que tu fais. T'as la sensation que t'auras beau faire tous les efforts du monde que tu veux, ce sera jamais assez bien à tes yeux parce que tu sais très bien que t'es impossible à satisfaire. Tu t'en veux, tu culpabilises et c'est une sorte de souffrance parfois. Donc j'y pense, le syndrome de l'imposteur. Alors, je vais répondre de manière très simple. Regarde-moi bien. Non, il existe des artistes, là je parle du fandom, dans tellement de domaines différents. Ça va être la 3D, jeux vidéo, de la vidéo, de la photographie pour les photos. Ensuite, tu fais ensuite making, peinture, illustration, travail digital, travail traditionnel. Différents pays aussi qui n'ont pas les mêmes législations. Évidemment que plus un domaine va être précis, moins il y aura d'informations dessus, que ce soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, ou que ce soit parce qu'il n'y a pas énormément d'informations en ligne dessus. Donc il y a ça déjà. Et puis ensuite, pour la condition générale des artistes, même si en France, on a la chance d'avoir des subventions, des aides, quand on commence, on est un peu lâché au milieu de nulle part. Et je dis ça même en tant que personne qui a fait des études d'art, on n'est pas préparé à la vie professionnelle. Je pense que non, on n'est pas assez renseigné. Juste ne serait-ce que simple fait à quel point ça peut être précaire dans certains cas, je pense. Parle strictement ne serait-ce que du milieu de l'animation, on est très très mal renseigné, ne serait-ce que même dans les écoles. Par exemple, je sais que moi, l'école dans laquelle j'ai été, on ne m'a jamais parlé de l'intermittence, alors que c'est le statut des gens dans l'animation. Clairement, les gens sont pas assez informés, ça se professionnalise, mais ça a quand même un côté encore très enfantin, en mode « Ah, tu dessines ?» On a tendance, comme c'est un métier passion, tendance à souffrir du côté « C'est ok de pas être payé beaucoup parce que de toute façon c'est ta passion, donc c'est cool. » De pas être forcément respecté en tant qu'humain parce que t'es un artiste, espèce de saltimbanque, que fais-tu de ta vie? Moi je travaille tous les jours à l'usine, plein de choses comme ça en fait. Le milieu de l'art c'est vraiment pas un milieu simple. Ça dépend des cultures, des milieux, des influences, de plein de choses. Enfin, quelqu'un me disait, mon métier physique, il est plus dur que le tien. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point artiste c'est angoissant. Et ouais, on se prend la tête, mais tout le temps, quoi. Ce que ça demande d'être artiste, c'est déjà de l'organisation. Il faut être capable de se motiver soi-même à travailler. C'est le plus difficile, honnêtement. Il y a des gens qui seraient pas capables de faire des commissions tous les jours. Ensuite, savoir bien comment faire les bons prix selon le temps qu'on prend. Il faut être capable de s'évaluer pour ce que l'on doit. Il faut avoir la chance d'attirer les bonnes personnes. Ça, c'est long. Je vais prendre un exemple, une personne maintenant qui est mon meilleur ami. Quand j'ai commencé justement à dessiner vraiment à fond en 2019, cette personne justement était dans une école d'art et quand je dessinais, c'était déjà du coup les critiques constructives. Fallait forcément s'en manger dans la gueule à un bout d'un moment donné et il faut savoir les accepter. Faut pas le prendre mal, au contraire, c'est parce qu'en fait on cherche à t'aider pour t'améliorer. Et de deux, comme j'ai dit, tu dois faire 10 métiers en un seul. Et ça, je trouve que pour tous mes petits artistes là, je pense qu'on devrait se donner une médaille. Parce que c'est super dur. Et puis c'est plus financièrement, on prend pas juste l'argent des gens, on achète notre matériel,
nos déplacements en convention. Enfin, il y a plein de dépenses aussi que les gens ne se doutent pas du tout. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui croit qu'on est salarié. Ma famille, souvent, ils comprennent pas et ils ont l'impression que je suis embauchée ou que j'ai un patron. Et je pense que les gens ne connaissent pas le statut de auto-entrepreneur ou d'artiste-auteur. Pareil, ils savent pas qu'on est... Il y a beaucoup de frais, donc des fois, ils peuvent être mécontents. Ça commence un peu à se comprendre que les IA, c'est peut-être pas le truc le plus poli, on va dire, à faire dans le fandom. Mais je vois encore beaucoup d'IA, que ce soit sur les profils Telegram. J'ai même vu un sticker pack il y a pas longtemps avec des images générées en IA, ça m'a terrorisé. Je pense que plus ça va avancer, plus les gens vont peut-être comprendre d'eux-mêmes à force de commissionner des artistes. Après, le fandom Fury reste tellement respectueux des artistes que je trouve que c'est un peu difficile de trouver des gros points noirs. J'ai entendu beaucoup de personnes non artistes ou non sensibles à l'art d'une manière générale n'ont pas conscience de pourquoi une œuvre a le prix qu'elle a, que juste c'est un métier comme un autre et que du coup il mérite rémunération à la hauteur du travail réalisé. Je pense que les gens ne sont pas beaucoup informés sur nos conditions dans le sens où pour eux on vend nos dessins et basta et on se fait des milliards de thunes, sauf que derrière il y a tout l'aspect psychologique, le stress, la quantité de travail, l'URSSAF après qui nous casse un peu la gueule. Moi je ne vis pas de mon travail, mais je sais que même pour ceux qui arrivent à en vivre c'est pas évident parce que la santé mentale rentre beaucoup en compte dans notre travail. Il faut pas culpabiliser de sa propre santé d'ailleurs. Il faut juste mettre au courant ses clients, faut communiquer. Souvent les gens critiquent le prix mais parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'on a travaillé des années dessus, qu'on a façonné notre manière de travailler, que derrière il faut bien payer les factures aussi. Souvent je suis un peu plus transparente sur combien je gagne à une convention ou combien il faut que je gagne à une convention pour m'en sortir. Et en fait, ça, je pense que c'est des chiffres qui manquent aux gens. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait repris en disant, oui, mais parce que j'avais dit que si je faisais, faut que je fasse 4 000 € minimum à Japan Expo. D'accord? Voilà. Je dis les chiffres, en fait, on s'en fout. Le stand, il me coûte 1 380 cette année, puisqu'ils veulent pas me donner le stand à 700. Donc, c'est 1 400 € à rembourser. Tu as l'hôtel à rembourser, parce que même si je suis sur Paris, c'est à Villepinte. Donc, tu rajoutes 500 ou 600 € d'hôtel, puisque je dois payer l'hôtel de la personne qui m'accompagne et qui va m'aider à vendre. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, quoi, mais 4 000 €, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire Japan Expo et de pas faire autre chose? Et en fait, quand je leur dis, mais en fait, Japan Expo, c'est la convention où je gagne le plus d'argent. Et en fait, la personne était étonnée, parce que je ne sais pas quel chiffre les gens pensent que je fais en convention, mais je ne fais pas 10 000 €. Hein. Pour ceux qui travaillent sur digital, c'est même encore plus paradoxal, parce que techniquement, on n'aurait pas besoin d'acheter du matériel vu qu'on l'a déjà. Pour les personnes qui veulent du dessin mais n'ont pas les moyens, évitez l'IA par pitié, ce n'est pas une solution. Dessinez, prenez un crayon. Il y a des gens aussi qui s'en foutent et c'est pas leur problème. J'ai vraiment déjà eu quelqu'un qui m'a dit mais moi c'est pas mon problème, moi je veux juste mon produit. Et du coup t'es genre bonjour, enchanté de te rencontrer mais en fait on va arrêter de parler. Et pour finir, est-ce que t'as quoi que ce soit à rajouter? Ah oui, peut-être sur les politiques US, parce qu'en tant que fandom qui est né aux États-Unis, la majorité des fursuits sont faites aux États-Unis, portés par des États-Uniens. Nos revendeurs de fourrure européens se fournissent aux États-Unis en majorité. Mais donc forcément, la politique des US, et surtout en ce moment, elle nous impacte aussi directement, puisque forcément, si les taxes, les prix des imports-exports des États-Unis augmentent, ça se répercute sur nos fournisseurs et donc sur nos prix. La plupart des artistes qui font des conventions ou des choses comme ça, ils vont commander leur merch sur des sites chinois. Moi, j'y suis passée aussi et je le fais parfois encore. Enfin, moi, je trouve que ça serait bien d'avoir un peu plus une conscience collective en tant qu'artiste, essayer de voir s'il n'y a pas justement des alternatives possibles plus locales et peut-être plus éthiques. Ah oui, aussi, en convention, c'est trop bien d'exposer en convention aussi. Ça arrive souvent qu'il y ait une relation parasociale entre les artistes et les clients. Pour moi, c'est important de mettre une distance, parce que des fois, tu as certains clients qui prennent un peu leurs aises et qui te prennent un peu pour leurs potes, alors que, encore une fois, c'est une relation commerciale. Par exemple, t'as des clients qui commissionnent des trucs no safe forward, par exemple, ça arrive. Je sais qu'on m'a déjà proposé de mettre mon perso dedans, et j'étais en mode, non. C'est ça que je pourrais donner comme conseil aussi à des gens qui débutent, c'est entraidez-vous. Parce qu'il y a vous allez toujours trouver quelqu'un qui a des compétences que vous n'avez pas et qui, en échange, aura besoin d'un service. Et du coup, tout ce partage, c'est vraiment bénéfique. Moi, j'ai juste peut-être éventuellement un truc à dire aux artistes qui débutent. Déjà, testez l'eau, ne vous lancez pas à 100% dedans, ça peut être dangereux. Faut pas avoir peur de mettre des prix élevés pour vos commissions.
entourez-vous de gens, d'artistes. Et le syndrome de l'imposteur, on l'a tous. Vous sentez pas pourri parce que vous avez l'impression que vous êtes nul. On a tous l'impression qu'on est nul, à outre mesure. Et c'est trop fun de dessiner les personas des gens et rester accroché à cette idée-là, même quand ça va pas. Et c'est ok que ça va pas de temps en temps. Voilà. Merci encore énormément à toutes celles et ceux ayant participé à cette vidéo. Vous avez évidemment tous leurs liens dans la description, donc allez les follow et filez-leur toutes vos thunes. Je suis vraiment désolé pour le temps que cette vidéo m'a pris. De base, je savais que ça allait être un court morceau, mais entre mon travail qui me ruinait autant physiquement que mentalement et mon manque de motif et d'énergie, ça a vraiment été compliqué de trouver des temps où avancer dessus. J'espère au moins que cette vidéo vous aura été utile, artiste comme non artiste même. Si vous avez des choses à rajouter ou l'envie de témoigner, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Toute expérience est bonne à prendre quand il s'agit d'informer sur ce métier. La prochaine vidéo sortira quand j'aurai un sujet de vidéo et l'envie de me pencher dessus. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais je veux plus me foutre autant la pression pour sortir un truc. Vraiment, c'est pas sain sur le long terme. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous rassure, vous serez pas noyé de notifications, ça risque pas avec moi. Allez, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.